Salut les amis, et oui, me voilà de retour de vacances de mon petit pays brumeux. Comprendre, je suis vraiment très content de retourner une petite vidéo avec vous parce que là j'ai vraiment eu du temps dégueulasse pendant un mois, mais ça m'a permis tout de même de me reposer et de jouer à quelques jeux très intéressants comme Pandémie, Relic, Seven Wonders Duel, tout ça nous en parlerons plus tard sur le blog ou en vidéo. Car ce soir, oui car c'est le soir ici, nous allons lancer... pas trop loin, mais en tout cas lancer ici, là, sur YouTube, notre premier vlog, le premier vlog du baroudeur ludique. Et ce vlog sera dédié aux 15 questions rôlistes. Alors, les 15 questions rôlistes, mais qu'est-ce que c'est, monsieur? Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est, ces 15 questions rôlistes? Eh bien, la première fois que j'ai entendu parler des 15 questions rôlistes, c'était sur la chaîne de François Le Tartre, à savoir JDR D30. Et ça consistait en fait en une série de questions qui pourraient intéresser la communauté rôliste. C'est ces 15 questions-là, et alors ça tournait entre youtubeurs et autres vidéastes passionnés du sujet et du loisir. Et justement, voilà, ça tombe bien parce que ma vraie spécialité à la base, au-delà des jeux de plateau, de cartes, etc., ma première grosse passion, celle qui me prenait aux tripes, c'est les jeux de rôle tout simplement. Alors voilà, et je vais donc me lancer également dans cet exercice extrêmement périlleux et j'espère que vous pourrez me soutenir. Et voilà, puisque j'ai reçu l'invitation, comme tout le monde, finalement, quelque part, en tout cas celui qui m'a donné envie de le faire, c'est Paul Artwork de JDR Ludiste. Vous reconnaissez le geste? Non, je n'ai pas ce superbe bracelet de dés, il a vraiment de la chance, cet ami. Voilà, excuse-moi pour la parodie, peut-être que je ne fais pas bien le geste, mais il faut plus le prendre dans le sens de l'hommage, puisque il a désigné, après ces 15 questions, tous les youtubeurs qui avaient envie de s'exprimer sur le sujet, que ce soit en vidéo ou par écrit, etc. Puisque d'habitude on désignait une personne ou l'autre, etc. Là, il a ouvert l'espace, et donc même un petit youtubeur pas connu comme moi, et chevelu comme moi, peut s'y mettre. C'est bien, je propose que, trêve de bavardage, nous nous y mettions parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Première question. Quel est le premier jeu de rôle auquel tu as joué? Il y a bien eu des prémices à tout ça, effectivement, hein, et pas seulement le fait de, quand on est gosse, on adore jouer aux gendarmes et aux voleurs, à prendre un bâton, à se construire une armure en carton, à jouer aux billes, et puis à jouer avec d'autres figurines qui nous racontent des histoires, puis finalement à écouter des contes de fées, les raconte-moi les histoires, excellente série en cassette vidéo. Non, le point de départ, vraiment, pour moi, avant, ce qui m'a dirigé vraiment vers le jeu de rôle, c'était, en plus de tout ça, les livre dont vous êtes le héros. Haha, grand classique, vous allez me dire. Ici, j'en ai un sur le côté. Voilà, par exemple, ça, je pense, ça a été mon tout premier. C'est le Marais aux Scorpions. Je m'en suis pris plein la tronche un tas de fois, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. On avait des pierres magiques, on partait à l'aventure dans un marécage maudit, si je me souviens bien. Vraiment, ça a été une découverte qui m'a vraiment parmé, comme on dit, n'est-ce pas? Et avec en type jeu dont vous êtes le héros, la série de La Voix du Tigre, qui apportait déjà quelques petites variations au niveau des compétences, parce que on jouait un ninja qui était capable d'utiliser des compétences spéciales au niveau du combat. Il y en avait des prises vraiment dingues. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais complètement dingue des films de Bruce Lee, quoi. Donc au niveau des techniques, ça me rendait fou, quoi, de pouvoir incarner ça. Et il y avait un troisième livre vraiment cool, qui a été aussi un des livres porteurs pour moi, c'est La Nuit du Météore. Alors là, pour l'époque, on pouvait déjà jouer des super-héros, l'histoire est vraiment classe, et au niveau des dessins, voilà quoi, on a vraiment cette ambiance BD de l'époque, et pulp à la fois, quelque chose de vraiment très cool, quoi. On était complètement immergés là-dedans. La première fois que j'ai réussi à gagner, je crois que si j'avais pu à l'époque, j'aurais sabré le champagne. Mais bon, à cet âge-là, c'était plutôt du champomis, quoi.
Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, j'avais un parcours classique là-dessus, je sentais bien qu'il y a quelque chose qui m'intéressait dans ce genre de livre, je lisais déjà beaucoup, je m'y étais mis un peu sur le tard, mais je lisais déjà pas mal, et ensuite j'avais la chance d'avoir et je l'ai toujours d'ailleurs, un papa collectionneur de jeux, en tout cas à l'époque il en collectionnait beaucoup plus, de jeux de société. Il n'y avait pas grand chose d'extrêmement intéressant, à part dans certaines boutiques spécialisées qui ne couraient pas les rues à l'époque. Hein. Et je pense qu'il est tombé sur un jeu qui était justement du jeu de rôle, mais ça ne l'avait pas botté plus que ça, parce qu'il aime bien les plateaux, les belles pièces, ce genre de choses. Et le jeu de rôle, il n'y a pas forcément ça dedans. Et ce jeu, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, je vais vous le montrer, tout simplement. Je le ressors de la boîte. C'est l'initiation au jeu d'aventure vous reconnaîtrez le logo, de l'œil noir. Alors l'œil noir, ça a été mon premier contact avec un vrai jeu de rôle, où là il y avait un système de règles complet. On peut retrouver ici tout à fait, hop, je reprends, c'était de petits livrets de ce style-là, hein, voilà, qu'on trouvait à l'intérieur. Alors c'était quand même, ça avait un style, hein, il faut admettre, mais bon, c'est quand même plutôt dépouillé. Ceci dit, c'est vrai qu'esthétiquement, c'était quand même, malgré tout, quand même sympathique. Moi, j'aimais bien ce genre de choses. Et au final, c'est là qu'on s'y retrouvait quand même avec des bases, quoi, vraiment de jeu. Il y a un scénario, on peut incarner des personnages, on a une plus grosse fiche de personnages que ce qu'on pouvait trouver dans les livres dont vous êtes le héros, et surtout, il y avait une continuité avec ces fameux livres dont vous êtes le héros, parce que, si je me remets à fouiller dans ma petite besace, je trouverai ceci. Alors qu'est-ce que c'est ça, hein? Un livre dont vous êtes le héros? Eh ben non, enfin, presque. Ça, c'est un scénario, mes amis, et en format roman, quoi, format roman de poche, comme vous pouvez le voir. Scénario, on retrouve vraiment l'esthétique de ces jeux-là de l'époque, voilà. Sauf que là, voilà, vous aviez de quoi préparer votre partie en tant que meneur de jeu. Et ça a été vraiment une découverte. Je me suis dit, on peut pas jouer avec ça. Eh ben si, mon gars, parce que là, une fois que t'avais lu la base, tout devenait clair. Mais malgré ça, je dirais que ça a été mon premier contact avec le jeu de rôle. Oui, premier contact, mais pas vraiment de joueur à l'époque. À l'époque, oui, j'avais bien quelques amis avec qui jouer, mais à ce moment-là, on jouait à HeroQuest, ce qui est déjà vraiment bien, c'était déjà une excellente introduction, et puis ça nous donnait envie de créer nos propres jeux sur le côté, quoi, des choses qui faisaient fusionner à la fois le jeu de plateau, ce qu'on trouvait dans les jeux dont vous êtes le héros, et dans les jeux vidéo. À l'époque, c'était plutôt la Master System, vous voyez, ou alors, ma génération aussi, on jouait à des jeux sur le Commodore. Et on faisait fusionner tout ça dans une espèce de gloubi-boulga étrange. Et j'étais pas encore tout à fait prêt avec l'œil noir. Par contre, là où je dirais ça a été vraiment mon premier jeu de rôle, parce que c'est celui que j'ai vraiment mené, d'ailleurs en repompant parfois les scénarios de l'œil noir, c'est, faisons dans le classique, Donjons et Dragons, et c'était une boîte d'initiation. Non, monsieur, ce n'était pas la boîte rouge, non, monsieur, ce n'était pas telle ou telle édition, non. Les règles, elles tenaient là-dessus. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est quand même très mince. Hein. Et nous avons une fiche de personnage de l'époque. Alors, plus dépouillé que ça, hein, je pense que c'est difficile à faire. Ceci dit, dans cette boîte d'initiation, il y avait un plan, des personnages en carton, il y avait les dés de base, que j'ai toujours d'ailleurs, et aussi plein de fiches qui pouvaient aider à avoir un résumé des règles, qui était un peu un ancêtre des écrans de meneurs, quoi, en fait. Oui, au niveau illustration, c'est toujours un peu du noir et blanc, quoi, c'est un peu cheap, mais avec ça, c'était déjà très largement suffisant pour jouer, tout simplement. Et Donjons et Dragons, je l'avais découvert chez les scouts, où un ami à moi
m'a permis de faire ma première partie d'initiation. Il avait des photocopies, c'était un peu le truc à la mode à l'époque, parce que nous étions des rebelles, et surtout parce que il y avait qu'un seul magasin spécialisé dans la région, ça restait quand même relativement coûteux, et voilà, et puis c'était un peu le truc, il n'avait que des morceaux de ça. D'ailleurs, je me demande encore où il les avait trouvés, vraiment ces extraits. Et la toute première partie, ça s'est passé chez les scouts. Nous revenions d'un hike. Vous voyez, on partait en patrouille un petit moment, et il pleuvait beaucoup. On avait terminé la vaisselle et on avait 1 heure devant nous. Et mon ami qui avait ses photocopies sur lui a décidé de lancer une partie. On partageait nos personnages à plusieurs, donc moi je jouais un nain avec 3 autres scouts, et on a vraiment vu les bases du jeu, quoi. On était dans un village, et même je crois qu'on a fait qu'acheter des armes, quoi. C'était vraiment... Mais j'avais vu le potentiel de tout ça, et c'était vraiment excellent pour moi. Ça alliait mon amour de la littérature, mon amour des jeux de plateau, des jeux de société, je veux dire, en général, puisque c'est un jeu de société, le jeu de rôle, ne l'oublions pas. Et ça faisait la bonne transition. J'avais 12 ans, je pense, oui. Et les jouets, eux, je commençais à leur faire la gueule, mes petits personnages, mes petites figurines, et ça me rendait malheureux, parce que c'était plus accepté socialement. On commençait à attraper la moustache, tout ça. Se balader avec un musclor dans la main à l'école, ça le faisait pas, quoi. Donc j'étais un peu malheureux, parce que voilà, il fallait grandir, etc. Et là, je venais de trouver le loisir qui me permettait d'encore jouer sans être mal à l'aise ou quoi, et de développer encore mon imaginaire, parce que là, ce qui m'a vraiment séduit, c'est qu'il n'y avait pas de limite à ça. Il n'y avait pas de limite. Les scénarios, je pouvais les pondre de ma tête, je pouvais améliorer les règles. Bref, j'étais tombé en amour avec ce jeu, c'est bien simple. Les heures qui ont suivi, je planais sur un petit nuage, comme si ça avait été la première fois que j'avais eu une relation intime avec une jeune demoiselle. Eh bien, non, effectivement, c'est d'abord les jeux de rôle qui sont allés à moi. Et je dois avouer que ça m'avait fait beaucoup d'effet. Ensuite, j'ai enchaîné avec, évidemment, les classiques, qui sont ADD. Voilà. C'est avec ça que j'ai fait mes premières années de meneur de jeu. Mais ceci, c'est une autre histoire. Et vous voyez, ils ont servi. Parce que je prends soin de mes affaires. Mais il y a eu des déménagements et on a beaucoup joué. Je pense que ça répond à la question. Donc je dirais Œil Noir, Donjons et Dragons Initiation, et puis vraiment ADD. Oui, chez moi ça fonctionne par 3. Mais quel est ton premier personnage ? Comme j'ai dit un peu plus tôt, voilà, le premier personnage c'était un personnage partagé au scout, un nain absolument sans saveur, mais qui était représenté quand même par une figurine en plomb où il portait une lourde chemise de maille et une grosse hache, et ça fait tout le charme d'un personnage, en tout cas à l'époque. Ensuite, je pense que je me suis orienté dans une partie là où je jouais vraiment moi le personnage vers un barbare, parce que j'avais une fascination évidemment pour Conan le barbare, dont je ne connaissais à l'époque que les films. C'est bien plus tard que je me suis lancé dans les romans qui sont absolument fabuleux. Écoutez, si vous dites que vous êtes amateur de fantasy, en tout cas de sword and sorcery, vous pouvez pas passer à côté. Vraiment, je vous le conseille, et c'est pas aussi débile que ce qu'on dit. Parenthèse fermée. Donc voilà, ce personnage, ce barbare, s'est retrouvé dans quelques scénarios et assez rapidement affronté des dragons et des dieux. Enfin voilà, on était en pleine époque Grobile, voilà, l'adolescence et ce genre de trucs. Je n'en garde que des souvenirs de combat en fait. C'était pas hyper subtil, mais c'était cool quand même. Quel est ton système de jeu préféré ? Oula, attends, là tu me brusques mon gars, c'est quoi mon système de jeu préféré ? Waouh. Alors déjà faut voir ce qu'on appelle système de jeu, et là va y avoir des débats autour du truc, donc je vais prendre la version la plus générique en ce qui me concerne. Système de jeu, c'est en gros ce qui fait tourner le jeu, quoi, ce qui permet la simulation d'un point de vue technique. Alors moi je suis assez fan bien du Basic System, donc qui est basé sur le dessin, parce que c'est des pourcentages, parce que c'est très compréhensible, parce que tout simplement j'aime bien
bien ces dés-là, et que voilà, ça permet une bonne simulation, et ça a servi à des jeux comme RuneQuest, comme Stormbringer, comme l'Appel de Cthulhu. Il y a quand même quelques classiques qui tournent autour. J'ai entendu beaucoup de gens au cours du temps cracher sur le système des 100, et je suis très étonné actuellement parce que quand je vois les 15 questions, ben, la plupart du temps les gens sont aussi des grands amateurs du système des 100. Alors je comprends pas, mais ça me fait vachement plaisir au final, je me sens beaucoup moins seul. Voilà. Et ceci dit, en ce qui me concerne, un bon système, c'est un système qui colle à l'univers, hein, à l'univers qu'on veut faire jouer, hein, qui permet d'atteindre les objectifs que le jeu s'est fixé, en fait, sans trop de lourdeur et sans arriver à des incohérences. Donc, des systèmes, c'est très bien, etc., etc. Faites des systèmes à thème. Reprenez les bases d'autres trucs, éjectez ce que vous trouvez pourri et innovez sur ce qui a été déjà fait. Et il y aura peut-être encore de nouvelles choses qui vont sortir. Franchement, moi, tant que ça tourne, je suis content. J'ai pas un élitisme à ce niveau-là. Par contre, j'ai une petite allergie quand on essaye de me vendre un système en me disant qu'il est meilleur que tous les autres, et blablabli, et blablabla, et qu'on a révolutionné le monde, quand il n'y a aucune innovation, ou que c'est bourré de bugs, parce que les bugs, ça existe aussi. Voilà. Mais pour ça, je citerai personne. Voilà. J'ai pour envie. Par contre, descends, mangez-en, c'est bon. Et toi, mon petit gars, alors, c'est qui ton personnage préféré ? Je me souviens d'un personnage que j'avais vraiment beaucoup aimé à Chill. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Chill, c'est un jeu d'épouvante où vous incarnez un peu des personnages du quotidien qui sont engagés par une société secrète, à savoir la Sève, qui enquête sur des phénomènes paranormaux. Alors voilà, moi je jouais un photographe de mode qui était un peu défoncé pendant une période de sa vie, puis qui s'est calmé parce qu'il avait dû récupérer sa petite sœur, je pense, qui était malade, ou alors c'était sa fille, je sais plus très bien. En tout cas, il avait une responsabilité vis-à-vis d'un enfant chez lui, et donc il s'en occupait, quoi. Et il gagnait plutôt bien sa vie en tant que photographe de mode, jusqu'au jour où il s'est retrouvé dans une situation un peu embêtante par rapport au paranormal, et il s'est fait recruter par la Sève. La Sève qui lui a demandé de venir enquêter, de faire appel à ses talents de photographe pour vérifier si une maison était hantée. Alors, j'ai pris énormément de plaisir à installer ce personnage qui était un peu dépressif, alcoolique, donc déjà lui-même doutait parfois de ce qu'il voyait, mais il avait plus ce genre de problème au début de l'aventure, quoi. C'est ça, c'était un peu un repenti, quoi. Mais il fallait qu'il fasse gaffe un petit peu à ses nerfs et tout ça, voilà. Et j'ai adoré le moment où j'ai installé tout mon matériel avec les autres investigateurs dans la maison hantée, parce qu'elle était vraiment hantée cette fois-là. J'avais mis des caméras, des pièges, etc., des flashs et tout, et c'était un peu maintenant c'est un peu à la mode sur YouTube, par exemple. C'était un peu du Gus avant l'heure, quoi, du Gus DX avant l'heure, quoi. C'était de la chasse aux fantômes quelque part, avec du matériel un peu partout, et ça avait donné quelque chose de plutôt intéressant. Ça me rappelait aussi le Prince des Ténèbres de Carpenter, quand tous ces scientifiques se rassemblent dans un endroit où il y a une manifestation du diable qui va revenir, ou une autre dimension qui va s'ouvrir, je ne sais plus très bien. Et le meneur de jeu avait bien ménagé ça. Et ce personnage a évolué, et son histoire est devenue de plus en plus sombre jusqu'à ce qu'ils doivent même fuir les États-Unis, parce que ça se passait aux États-Unis, notre histoire, et se planquer à Bruxelles, où il était retombé dans la drogue, je pense, et sa petite protégée avait été enlevée, je pense, par différents monstres occultes, différents esprits, enfin voilà, ça s'était clôturé sur ça après plusieurs mois de partie. Après on n'y a plus joué, mais c'est un personnage que je m'y étais attaché parce que il y avait quand même un côté fun aussi, c'est quand il se passait un truc
je gardais, pour faire des rapports de partie, je gardais une liste des choses qu'il avait photographiées. Et bizarrement, en racontant les scènes photographiées, ça permettait, on se faisait un petit bilan après avec les autres joueurs et c'était rigolo, quoi. Donc voilà, ça c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué. Et au niveau des autres joueurs, il y a un des joueurs qui m'a vraiment marqué à ma table, c'était aussi Salut Pigard, son petit personnage Simkin sur Tohan, qui lui était un tailleur, une espèce de dieu tailleur, un Tohan tailleur, tailleur vraiment de vêtements comme ça, mais qui apparaissait, disparaissait dès qu'il y avait un combat par exemple, qui nous sortait des phrases pseudo-philosophiques à peu près à chaque session, et qui était en fait un personnage extrêmement puissant alors qu'il était parfaitement ridicule, et surtout il ne pouvait jamais combattre, ce qui pouvait parfois poser problème. Ça peut-être qu'un jour il vous en parlera plus sur son site Ludopie, je ne sais pas, on verra, ça c'est son problème, j'ai envie de dire. Et t'as bien ce petit secret, un personnage que t'as moins aimé que les autres. Allez, c'est lequel le personnage que t'as le moins aimé? Un portrait type du personnage que je ne supporte pas. Alors, d'abord, c'est quand on a créé un personnage avec le meneur, quoi. Donc il a validé nos choix et on se rend compte en cours de partie, au cours de la première partie, ou plus grave, au bout de la deuxième ou troisième partie, vraiment que ses objectifs ne collent pas avec ceux du groupe. Pourtant, ils ont été validés. Il y a des points de règle qu'on n'a pas pigé dessus. Ce fameux truc du on t'expliquera les règles quand on joue ou à la session prochaine. Et tu te rends compte que ton personnage, tout son concept est basé là-dessus. Tu vois, si c'est un magicien et qu'il a des pouvoirs particuliers, etc., il faut quand même faut être tenu au courant de ça avant de commencer, hein, parce que sinon on est dit mais t'es magicien et tu fous rien, oui, c'est normal, je connais pas les règles, on m'a pas expliqué. Troisième point, c'est quand on se rend compte que ces objectifs non seulement ils collent pas au groupe, mais ils collent pas à l'univers en fait. On était censé jouer des gentils ici. Ah, ok, bon fallait peut-être le dire avant que je joue un serial killer complètement à la masse. Ça m'aurait peut-être aidé, quoi. Voilà, ça. J'ai envie de dire tort partagé autant du côté du meneur que du joueur, parce que voilà, le meneur peut faire son taf d'arbitre entre guillemets, et nous on peut aussi un peu plus se renseigner, prendre le temps de lire les documentations qu'on nous envoie auparavant, chose que j'ai parfois pas fait, oui c'est vrai, ça arrive. Et alors le personnage ultime de ma détestation, c'est tout simplement ceux qu'on a créés, dont on a fait une fiche et auxquels on n'a jamais joué. Ceux-là, c'est probablement les plus plats que je connaisse. Mais ça arrive. Quel est ton univers préféré, mon petit baroudeur ? Pour vous parler de mon jeu préféré, je vais opérer une petite distinction avant toute chose, c'est-à-dire qu'il y a le jeu auquel j'ai le plus joué, voilà, tout simplement, je ne peux pas nier le fait que ce jeu m'a vraiment marqué, et il y a quel est mon jeu préféré du moment. Alors, première partie, quel est le jeu auquel j'ai le plus joué ? C'est tout simplement In Nomine Satanis Magna Veritas, et plus particulièrement In Nomine Satanis que j'ai beaucoup maîtrisé. C'est bien simple, je suis allé jusqu'à la 3e édition parce qu'après je commençais à trouver ça abusé au niveau de réédition, et j'avais pas une source d'argent inépuisable non plus, mais j'ai quand même fait jouer ça, et je ne suis pas un pêcheur, hein, c'est pas une taille, ça c'est toutes les extensions mises les unes à côté des autres, voilà, ça c'est ce que j'ai fait jouer depuis le début à mes joueurs, hein. On a arrêté notre campagne parce que voilà, c'est la vie, les gens se séparent parfois, nous n'avons pas pu continuer cette formidable campagne, mais ils étaient déjà de très haut niveau et ils commençaient à vraiment, les missions qu'on était en train de faire, il y avait de l'archange et du prince démon dedans, quoi, hein. C'était voilà, et c'est un jeu qui est politiquement incorrect, qui est très drôle, qui peut aussi être également très sombre, il y a moyen de l'aborder de bien des façons, et on s'est juste éclaté comme des dingues dessus, c'est un investissement génial. Donc pour rappeler quand même In Nomine Satanis Magna Veritas, je me rends compte que je suis en train de vous parler d'un truc que vous ne connaissez peut-être pas, bien que je pense que c'est un classique aujourd'hui du jeu de rôle français, donc c'est un jeu créé par Croc qui est un de mes auteurs préférés,
qui est tout simplement un excellent auteur de jeux de rôle, qui a été parfois un peu décrié pour ses coups de gueule sur les forums, etc. Mais les gars, soyons sérieux 2 secondes. Vous avez vu ce qu'il a déjà réalisé au niveau jeu, que ce soit au niveau jeu de rôle, jeu de plateau, jeu de cartes, voilà quoi. Faut quand même reconnaître. Ce type a du talent, quoi. Enfin voilà. Maintenant, après les gens, on les aime pas. Peut-être que si je le rencontrais en vrai, je serais lassé assez rapidement. Mais a priori, le type m'est plutôt sympathique. Pour en venir à ça, sur Innominé Satanis, vous jouez des démons. À notre époque, des démons qui s'incarnent dans des sacs en peau de con, à savoir des êtres humains. Et en face, il y a un autre camp qui sont les anges, qui s'incarnent dans des élus d'autres humains. Et les scénarios se basent sur cette confrontation entre le camp de Dieu et le camp du diable. Et voilà, et c'était vraiment très 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 cool. Je n'ai pas été intéressé par la dernière édition qui est sortie, et visiblement à en entendre un peu les critiques qui sont sorties, non, je ne suis pas intéressé. Voilà, mais faut dire que j'ai vraiment tout ce qui était avant par la 4ème, donc je suis déjà comblé, voyez-vous. Et maintenant, passons à la 2e partie. Donc j'ai dit mon jeu préféré du moment, et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est aussi un grand classique, et même quelque chose de plus ancien. Je pense que Innominé Satanis Magna Veritas, c'est tout simplement, eh bien, oh surprise pour ceux qui connaissent la chaîne, Warhammer Fantasy. Alors Warhammer Fantasy, ça aussi c'est un jeu que j'ai entendu être beaucoup décrié, notamment par la nouvelle intelligentsia du jeu de rôle qui réinvente la roue encore et encore. Warhammer Fantasy, c'est tout simplement un univers extrêmement riche. J'ai connu la première édition, la 2e édition c'est ma préférée, la 3e édition je me suis pas mis parce qu'ils sont rentrés dans les histoires de figurines et tout ça, et moi je suis pas là pour collectionner des petits personnages sur ce truc là. Maintenant, si vous avez aimé la 3e, il n'y a pas de problème, je peux comprendre, c'est parfaitement jouable à mon avis, mais voilà, on a chacun ses petits coups de cœur. Dans Warhammer Fantasy, vous vous retrouvez dans l'Empire. C'est un monde qui est en construction à certains endroits. À d'autres endroits, il a été marqué profondément par le chaos. On rencontre peu de gens qui sont totalement purs, on va dire. Il y a souvent des entourloupes, des sociétés secrètes. Le chaos est toujours prêt à revenir envahir les lieux de survie de la société, de civilisation en fait. Il y a des mutations, il y a des ratskins, il y a des armées de guerriers du chaos. Enfin voilà, on est dans un monde en guerre qui est perpétuellement prêt à basculer, et il y a eu une pété d'extensions sur ce jeu, c'est encyclopédique quoi. Donc si tu veux jouer à un jeu médiéval fantastique, et encore c'est plus Renaissance fantastique, mais restons sérieux 2 secondes, dans l'Empire, il y a des lieux, ici, ils ont un niveau de technologie hyper bas, quoi. On n'est pas à Altdorf, la capitale, partout où il y a des richesses et des belles tours de sorcellerie, tout ça. Non, il y a des endroits, c'est vraiment les derniers des bouseux qui fricotent avec des cultes innommables et qui portent des peaux de bêtes, quoi. Donc, c'est assez étendu, hein, c'est quand même... Et il y a ce côté à l'allemande aussi, ils ont tous des noms allemands, impériaux, etc. C'est très inspiré aussi de notre propre monde, en fait, d'une certaine époque aussi. Et franchement, les scénarios qu'ils ont fait avant, très bien, ils ont un peu vieilli, comme la campagne impériale, mais c'est quand même de sacrés classiques. Et tout ce qu'ils ont sorti en 2e édition, je trouve ça génial comme extension. C'est bien foutu, c'est beau, techniquement, mais ça tourne quoi. J'ai entendu aussi beaucoup de choses là-dessus, mais on s'adapte. C'est pas un système hyper buggé non plus quoi. En tout cas pour moi, non. Voilà. Quand on vient démolir ce jeu-là en nous parlant de systèmes en les comparant à des systèmes qui font limite système pile ou face.
voilà, j'ai plus moins ce genre de débat, je les ai tenus à un moment sur des forums et tout, mais ça n'a plus de sens. Donc, même si c'est complètement subjectif, Warhammer Fantasy, c'est génial et je vous le conseille. Et vous pouvez suivre donc nos aventures, l'aventure de ma table donc, que je mène sur la chaîne tout simplement, quoi. J'y prends beaucoup de plaisir et je tenais d'ailleurs à vous remercier. Je remercie tous les gens qui suivent nos aventures, ça nous fait plaisir, c'est bien cool. Là on est en train de terminer le 2e ouvrage et voilà, Mort sur le Reich. Et voilà, on va continuer parce que c'est vraiment très bien. C'est quoi tes dés? C'est quoi tes dés préférés, hein? C'est lesquels que tu préfères? Bah, les dés que je préfère, c'est les miens. Voilà. Non, sinon, le dé que je préfère, vu que j'ai parlé du dé 100, eh bien, j'aurais tendance à dire le dé 10. Mais je vais être un paradoxe, parce que mon dé préféré, parce que je le vois à peu près partout, au niveau de la forme, parce que historiquement, voilà, ce serait le dé 6. Voilà, parce qu'il est accessible. Pour moi, c'est le symbole d'une accessibilité, en fait. Que ce sont des jeux, s'ils sont spécialisés, qui peuvent être joués par n'importe qui. Je mettrai en 2e place quand même le D20, parce qu'il est tellement symbolique du loisir en lui-même, puisque lié à Donjons & Dragons qui est le père un peu de tout ça. Voilà, je le mettrai en 2e. Et le D6 pour sa largeur, son expansion autour du monde, voilà, le fait que je pense à peu près tout le monde a un D6 chez lui. Et voilà. Et de toute façon, ce sera bientôt réglé à ce niveau-là. Je serais curieux d'ailleurs ce qu'on pourrait répondre quand on est fan de système sans dés à ce niveau-là. Donc, alors, mon dé préféré serait... Et pourquoi pas. Voilà. Quelle est ta préférence entre les figurines et le théâtre de l'esprit? Figurine et théâtre de l'esprit, oui, donc ça c'est une belle phrase pour dire en fait, est-ce que j'utilise des figurines ou pas? Non, généralement je n'utilise pas de figurines. J'aime bien qu'on arrive par les interactions entre joueurs, meneurs, ou entre joueurs s'il n'y a pas de meneur. J'aime qu'on arrive à se mettre d'accord sur une cinématique imaginaire commune, on va dire, et je trouve que parfois le matériel, quand il est posé sur la table, peut limiter cet imaginaire. Par contre, il peut m'arriver d'utiliser de vieilles figurines qui me restaient, des figurines en plomb, ou alors des bêtes jetons, ou alors faire tout simplement un dessin pour préciser certaines scènes. Par exemple, lors de scènes d'action, voilà, j'avais un joueur dernièrement qui me disait « Sorry Lio, je vois pas la situation. Tu m'expliques mais je ne comprends pas. » Et ben voilà, j'ai dessiné la tour, clac, j'ai mis les meubles où ils étaient, petit dessin au Velleda, vous pouvez utiliser une plaque de Velleda, avec le marqueur, vous mettez ça, vous mettez un jeton là, ou vous dessinez un point, et au bout d'un moment, voilà, la scène, elle est fixée, et on peut déplacer les personnages, mais c'est surtout à titre tactique, voilà, que j'utilise les figurines. Ceci dit, quand je vois certains diaporamas, ou de grands collectionneurs de matériel de Dungeon Crawl, ouais, je peux comprendre que eux ils aient envie d'utiliser en priorité leur personnage parce qu'il y a du matos qui est absolument à tomber et qui lui peut-être sert justement le récit et peut même compenser un meneur de jeu qui serait peut-être un peu faiblard au niveau de sa façon de s'exprimer et de raconter les histoires. Voilà, là je peux comprendre aussi, je pourrais prendre du plaisir devant une superbe table, comme ça, tout est peint, c'est magnifique, regardez ça comme un tableau. Mais voilà, pour moi on se rapproche à ce moment-là beaucoup du jeu de plateau, et pour moi le jeu de rôle, c'est pas... Pour jouer au jeu de rôle, pour moi c'est pas nécessaire. Tout simplement. Mais c'est quoi ton pire échec critique, ou ta pire erreur dans un jeu ? Je fais souvent de très mauvais jets de dés, soyons clairs. Je sais pas pourquoi, j'ai une tendance à être maudit à ce niveau-là. Sauf depuis que j'ai acheté un joli gobelet en cuir que je compte garder toute une vie parce que, bon, effectivement, ça vient d'un animal et ça me dérange un peu quand même. Mais les échecs critiques, j'en fais pas tellement que ça en fait. Ce qui fait que je ne me souviens pas vraiment d'une situation plus gênante que les autres. Les fois où ça m'est arrivé, c'était dans des situations où le meneur pouvait pas extrapoler des masses.
Par contre, c'est encore assez vague, mais je me souviens d'un échec critique à Tohan où notre groupe s'est retrouvé dans une dimension de poche, à peu près de la taille d'un KGB, et collés les uns sur les autres, et où on a testé un objet Tohan, donc une espèce de... Les Tohan, c'est des espèces de dieux fondateurs de planètes, enfin... Lisez Philippe José Farmer et tout deviendra clair à ce niveau-là. Et donc nous avions manipulé cet artefact pour comprendre ce que c'était. Et il y a eu un échec critique à ce moment-là et on a entendu pip 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 pip. Et nous venions de voir un groupe qui jouait depuis déjà 2 ans, je pense, cette campagne. Un groupe disparaître complètement face à une bombe nucléaire portable. Voilà. On a beaucoup ri, puis on s'est demandé pour la suite de la campagne, et le MJ nous a regardé et nous a dit quelle suite. Ah, ces petits moments savoureux. Quelle est ta réussite critique préférée dans un jeu ? Je suis emmerdé là parce que, comme j'ai dit, je suis surtout meneur et je ne me souviens plus trop de mes réussites critiques. J'aime particulièrement, en tout cas de manière générale, parce que ça m'arrive quand même, une réussite critique où vous avez cette espèce d'éclair qui passe devant les yeux du meneur, où il se dit « What the fuck ?» Ce petit instant où on sent que ce scénario préparé, cet instant clé qui devait se passer, ne se passe pas comme il le prévoyait, ou que ça va plus loin encore que ce qu'il prévoyait, et qu'il est partagé entre le « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» et le « Ah, quel couillon, dans quelle situation il m'a mis ?» Ça, c'est un moment absolument savoureux. Autant au niveau de mon personnage, qui est très content d'avoir accompli tout simplement ce qu'il comptait faire, que du joueur, qui est excellemment content de voir son ami extrêmement surpris par sa proposition ludique. C'est quoi la classe ou le type de personnage que tu préfères jouer ? C'est pas évident de répondre à cette question. Parce que... si je regarde tous les jeux auxquels j'ai joué, il y a des classes et des types de personnages très différents. Il y en a qui sont vraiment dédiés à un univers, il y en a qui laissent un choix plutôt basique, donc les habituels, guerriers, prêtres, etc. Et il y a des personnages qui sont plus contemporains, enfin, c'est un écrivain de Cthulhu, et c'est quand même autre chose que de jouer un paladin à Donjons et Dragons, donc c'est pas hyper comparable, et pourtant, allez, on va essayer de mettre une route commune, en fait, on va dire là-dessus. Ok, j'aime beaucoup jouer des anti-héros. Les anti-héros, j'adore ça. Donc des types qui ne sont pas des héros, ils pourraient presque être des PNJ, en fait, et il se passe un truc à un moment de leur parcours qui fait d'eux d'authentiques héros. Ils sont pas faits pour ça, et pourtant, ils font les choix adéquats, ou alors ils reçoivent une bénédiction ou une malédiction qui fait d'eux des êtres exceptionnels. Au final, c'est des personnages qui se rapprochent un peu de nous, êtres humains, joueurs autour de la table, on se pourrait se dire « et si ça nous arrivait ?» voilà. Que ça vienne d'une intervention extérieure, ou que ce soit par sa volonté d'agir, bien que le anti-héros, les 3/4 du temps, ça lui tombe plutôt sur la tronche en fait. Tout comme j'aime bien aussi jouer quelques crapules et quelques méchants, voilà. Mais j'en ai beaucoup joué à une époque, donc un bon méchant, il doit avoir quand même un côté sympathique quelque part. Si c'est qu'une saloperie, le mieux c'est encore de l'égorger rapidement à la sortie de la taverne, histoire d'être tranquille, quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de personnages, qui sont pas des héros à la base. La classe ou le type de personnage le moins aimé à jouer. Donc le contraire de ce qu'on vient de dire là, les prétirés. Oui, par exemple. J'arrive de plus en plus à me les approprier, mais je suis pas hyper fan de ce qu'on me propose, parfois en mode prétiré. Mais bon, à défaut de grive, on mange des merles, dit
Le proverbe, donc, si jamais on n'a pas le choix, eh bien, prenons un pré-tiré. Mais pour moi, la création de personnages, ça fait vraiment partie intégrante du plaisir que je trouve dans les jeux de rôle. Donc, un personnage imposé, ça me branche pas. Et il y a pire encore, oui, les personnages de remplacement. Alors là, ça, je vous le déconseille, parce qu'en général, c'est à ce moment-là qu'il claque. C'est quand un joueur n'est pas là, eh bien, tu peux le jouer, oui, bien sûr, je vais le jouer. Et c'est là qu'on risque de se retrouver avec la situation embêtante du joueur qu'on remplace pour une partie bien sympathiquement, qui se prend à ce moment-là une réussite critique sur un tir en plein front et qui meurt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On prive le joueur qui n'était pas là de son personnage peut-être fétiche, en se disant non mais c'est les règles, c'est l'univers, il est mort, il s'est pris une balle. Et lui va regarder mais je l'ai pas joué. Ou alors on en arrive à une incohérence qui est tout simplement non mais c'était un rêve, ou alors non c'est pas arrivé, c'était pour voilà. Bon, moi j'ai tendance à les mettre en tant que meneur quand ça arrive, ce genre de situation. Le personnage tombe malade, le personnage a une bonne raison de pas être là, le personnage est en formation, le personnage blablabla, ou alors il est assommé, ou il est à l'hôpital, ou tout ce qu'on... Enfin, mais il est pas là, voilà. Donc, voilà, les personnages pré-tirés, en tout cas la plupart, si on me propose vraiment un truc super bien écrit, là, ouais, j'y vais à fond, mais alors il faut que je le prépare aussi. Et les personnages de remplacement, voilà, ça c'est les personnages que j'aime le moins jouer. Sinon le reste, y a pas de souci, ça va aller, si on peut le préparer. Et le jeu de rôle que tu n'as jamais essayé, mais auquel tu aimerais bien jouer, c'est quoi ? Il y a un jeu qui m'a tapé dans l'œil dernièrement, c'est Knight. Un jeu où on joue des espèces de personnages de légende arthurienne dans le futur, si j'ai bien compris, avec des armures à la Iron Man. Et ça se passe en période d'apocalypse, et il y a un côté épouvante. Ça m'a beaucoup intrigué. J'ai vu qu'il y avait eu un Kickstarter, en tout cas du crowdfunding dessus, et que ça s'était bien passé. Donc les images que j'ai pu voir étaient très belles. Les retours que j'ai pu lire semblent vraiment très favorables au jeu. Dans les jeux qui viennent de sortir, en tout cas qui sont assez récents, il me fait vraiment de l'œil celui-là. Ce mélange de technologie, de légende arthurienne, et d'apocalypse, ça vous pourrez le voir par après, c'est une thématique qui me tient très à cœur, car je suis bien un homme de mon époque. Et ça me plaît beaucoup. Et par contre, il y a un autre aveu, là je voudrais dire, ça j'ai envie d'y jouer, c'est que j'ai vraiment joué à un paquet de jeux. Vraiment, je crois que j'ai fait le tour de beaucoup de classiques, on va dire. Mais il y a une gamme, je sais pas pourquoi, j'ai jamais su trouver un meneur pour ça. Là, c'est plutôt des compteurs, je pense. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de m'y mettre. Par contre, il y en a un auquel je m'y mettrai peut-être. Mais en gros, c'est la gamme White Wolf, donc le monde des ténèbres. J'ai jamais joué à Vampire, j'ai jamais joué à Loup-Garou. J'adorerais mener Changelin. J'ai pas joué à Mage non plus. Voilà, cette gamme-là, je sais pas pourquoi, elle m'est passée plusieurs fois devant les yeux et j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Je pense que tôt ou tard, je vais me rattraper. En tout cas, Changelin, ou Changelin, je suppose, qu'on prononce, m'a vraiment tapé dans l'œil. J'avais une amie auteure qui m'a parlé de ça, elle avait joué longtemps à ce jeu, et ça m'a donné vraiment envie. C'est un jeu donc, où on joue des fées, mais à notre époque, et qui doivent garder un peu leur innocence. Il y a des termes vraiment dans le jeu pour continuer à exister, quoi. Et donc il y a encore ce côté monde caché, comme dans Indominus Stanis Magna Veritas, où les humains ne savent pas qu'il se passe tout ça. Mais en plus, ça fait référence aux contes de fées, et ça a l'air vraiment intéressant. Et Mage aussi, j'ai beaucoup d'amis qui me parlent, mais avec passion, de leur campagne de Mage, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de me raconter un roman, quoi. Et on sent que c'est très prenant, que c'est un jeu qui marque les gens, quoi. Voilà. Loup-Garou me donne envie aussi, parce que il y a le côté
On s'attaque au vert, hein, qui représente un peu toute la décadence de nos sociétés. Et puis on joue des grosses brutes, quoi, c'est vraiment classe. Et Vampire, ouais, c'est cool. Vampire, j'ai eu une phase quand j'étais ado, j'allais dire phase cheveux longs, mais ça a pas trop changé. Mais je me serais bien baladé avec une canne et tout ça. Donc, ouais, les vampires, c'est une thématique qui me plaît aussi, quoi. Mais voilà. Donc, ça, j'aimerais bien essayer ce Night et n'importe quel jeu de White Wolf, au final. Voilà. D'ailleurs, allez sur la chaîne de Anything Today, c'est pas pour faire de la fraude, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, dont j'apprécie les vidéos. Ce qu'il fait, il donne des informations un peu sur Vampire et tout ça, et c'est généralement bien fait, je trouve. Voilà, là, il y a de bonnes infos à ce niveau. Quelle est la classe de personnage que vous feriez si vous aviez à vous créer vous-même dans un jeu de rôle? Je vois pas l'intérêt de me jouer moi-même. Mais si j'étais vraiment forcé, eh bien je vais repartir dans l'anti-héros. Je me fais un copier-coller de moi-même en revoyant mes caractéristiques plutôt vers le bas par rapport à un héros hein, de roman ou quoi, pour être vraiment dans une moyenne humaine. Donc pour prendre un exemple, si on a des caractéristiques qui vont de 3 à 18, eh bien, ça va tourner pas mal autour des 9. Quoi. Et les endroits où je me distingue vraiment, bah, je vais monter à 11-12. Parce que je considère que les personnages de jeux de rôle sont des personnages plus grands que nature. Donc, moi, a priori, si je débarque dans le monde du jeu de rôle, eh bien, j'ai des caractéristiques moyennes, comme n'importe lequel d'entre vous. Je suis un PNJ, n'est-ce pas ? Par contre, on rejoint ma théorie de l'anti-héros. Il doit se passer quelque chose dans le scénario pour que ces caractéristiques faiblardes de PNJ que je suis fassent que je puisse quand même évoluer dans ce monde d'aventure. Donc voilà, moi je suis pas contre de jouer moi-même à condition qu'il y ait un truc qui me tombe dessus et que je devienne pas une enclume ou un piano, hein, je veux dire un pouvoir, une bénédiction, un truc je sais pas, ou une belle aventure à vivre, une belle idée, une belle invention, une révélation qui m'arriverait, à ce moment-là oui. Je pense que voilà, pour ce genre d'aventure autour de la table, il faut quand même une petite intervention narrative, littéraire, qui permette d'aller au-delà de ce qu'on est à la base. Mais voilà, pour jouer. Qui allez-vous taguer ? Cette 15e partie est évidemment devenue un peu paradoxale puisque la boîte de Pandore a été ouverte et tous les rôlistes ont été tagués. Ce qui veut dire que si toi, vous avez envie de répondre et que vous êtes rôliste évidemment, eh ben n'hésitez pas, quel que soit votre moyen de communication, si vous avez envie de vous exprimer, eh bien allez-y. Et ces 15 questions sont un excellent point de départ, on dirait, pour autant partager votre expérience qu'apprendre aussi à vous connaître. J'avoue qu'en discutant de tout ça, ça m'a fait remonter des souvenirs, ça m'a permis de mettre un point sur où j'en suis par rapport à cette réflexion-là sur le loisir. Voilà, c'était agréable en même temps de parler avec vous, bien que là en fait je sois complètement seul en train de parler devant ma caméra, mais je sais que quelque part, nous croiserons peut-être au fil d'un commentaire, ce qui me ferait plaisir. Pour le reste, je vais conserver donc ce mode vlog en plus des autres programmations du baroudeur ludique quoi, sur ma chaîne. Et je vous invite, si vous en avez envie, à me poser des questions si vous êtes débutant, ou même si vous avez des questions plus pointues sur le jeu de rôle. Je me ferai un plaisir d'y répondre, ou en tout cas de vous donner ma version. C'est-à-dire que je ne suis pas le Saint-Esprit du jeu, mais je pense quand même bénéficier d'une certaine expérience, et si ça peut participer à la résolution peut-être d'un souci, ou si ça peut être de bons conseils, ça me fera vraiment plaisir. D'autant plus que j'ai envie de créer quelque chose un peu pour les jeunes
joueurs, les débutants. Je me suis procuré il n'y a pas longtemps les Chroniques oubliées chez Cassius Belli. Donc Cassius Belli qui, oui, je vais rattraper ça. Je tenais à dire aussi que dans ma propre initiation, Cassius Belli à mon époque était déjà très important. C'était une des seules sources d'informations qu'on avait. On n'avait pas encore le net. Et oui, il fait partie des choses qui m'ont donné envie de jouer. Et aujourd'hui, je constate qu'ils ont lancé aussi, ils travaillent dans l'initiation aussi avec... ils viennent de lancer le Donjons et Dragons, l'Œil Noir, mais avant ça, ils ont fait les Chroniques oubliées. Et je trouve cette suite cet ouvrage d'initiation vraiment très bien fait. De fait, je suis allé me le procurer chez mon boutiquier qui m'a regardé un peu bizarrement parce que je sais qu'en général j'attaque des choses plus pointues. Il m'a demandé c'est pour faire un cadeau, c'est pour emballer. Non, en fait. Mais ça part de l'envie de... on va explorer, faire un petit tour sur ce jeu. Évidemment, je ne spoilerai pas et je ne vais pas distribuer le jeu, mais je vais regarder un petit peu avec vous comment on peut créer un univers de jeu. Comment écrire ses premiers scénarios, enfin chipoter un peu dans la mécanique. Je sais pas encore précisément, ce sera peut-être aussi en rapport avec vos questions, mais pourquoi pas se créer un univers de jeu un peu universel à partager entre nous là-dessus. Je parlerai également de jeux de rôle qui me plaisent, je sais pas quand ça me prendra, peut-être ça rentrera plutôt dans l'émission du Baroudeur Ludique où là je vais vraiment analyser le jeu, comme je le fais avec les jeux de société, les autres jeux de société, là je trouverai la place. Et je vous parlerai aussi d'un de mes projets secrets, mais ce sera en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, si vous êtes resté, si vous êtes encore là. Si vous êtes parti, ça ne sert plus à rien que je vous remercie, mais je le fais quand même. Et voilà, il y a d'autres youtubeurs vraiment hyper intéressants à découvrir. N'hésitez pas à taper les 15 questions sur le moteur de recherche de YouTube. Je suis sûr que vous tomberez sur des choses très intéressantes. Et vous pouvez également regarder dans ma liste d'abonnés, dans la liste d'abonnés de ma chaîne. Je ne la mets pas en invisible. Je suis abonné à plein de gens vraiment intéressants aussi. Donc n'hésitez pas à aller aussi faire un petit tour sur leurs différentes chaînes. C'est un loisir qui gagne à être partagé, à être répandu sur ce monde de plus en plus sinistre. Et donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'histoire de concurrence à la con entre nous. Voilà. À la prochaine, comme on dirait, et quoi que vous fassiez, faites-le bien.